Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 69 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Solène Poiras. Bonjour Solène. Bonjour. Alors Solène, vous êtes doctorante en deuxième année à l'EHESS en études politiques. Votre sujet de recherche, c'est sur les effets de la crise syrienne sur la Turquie depuis 2011. Vous vivez depuis 3 ans à Istanbul et vous êtes boursière de l'IFEA, c'est-à-dire l'Institut français des études anatoliennes, à Istanbul. Vous êtes aussi et surtout membre fondatrice de AYAK, qui est un groupe d'entraide entre chercheurs travaillant sur la Turquie. Vous pourrez regarder sur notre site internet histoireensérie.com l'adresse exacte de ce carnet hypothèse très sympa à voir et qui permet aussi de suivre l'actualité des recherches sur la Turquie. Et justement, Solène, si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour parler d'une nouvelle série turque après celle qu'avait évoquée votre ami sur l'épisode autour de Vatanin Sensin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir dans cet épisode d'Histoire en série, Solène? Dites-nous. Alors, je vais vous présenter Bibaş Kadir, donc une série turque qui a été traduite, enfin le titre à l'étranger, c'est devenu Ethos. C'est une série qui est sortie le 12 novembre en Turquie et tout le monde s'est littéralement jeté dessus. C'est sorti un jeudi et vraiment le dimanche, tout le monde avait fini de regarder ces 8 épisodes. C'est la première saison qui est sortie pour l'instant. Ils attendent la deuxième peut-être bientôt. Il me semble qu'elle est en train d'être de plus en plus visionnée en France et en Europe. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler des débats, des controverses qui ont été provoquées par cette série en Turquie. Et des petits commentaires qui ont été faits déjà, qui ont commencé à être faits en France au niveau des médias. De quoi parle la série? C'est la colonne vertébrale de la série, c'est en fait la relation entre Meryem et Peri. Meryem est une jeune femme voilée. On reviendra sur ce sujet. Meryem est une jeune femme voilée donc, qui habite dans la banlieue d'Istanbul, on va dire, et qui est sujette à des évanouissements. Et ne trouvant pas de remède au niveau physique, on lui conseille d'aller consulter une psychiatre. Et donc, elle va voir sa psychiatre Peri. Et à partir de cette relation-là, le réalisateur dépeint d'autres personnages greffés autour de cette relation. Et on a l'impression que chaque personnage, chaque entrée de personnage développe une problématique propre à la Turquie. À tel point qu'on a pu dire que le réalisateur en fait avait fait une liste des maux de la Turquie, de tout ce qui n'allait pas, et qu'il les a concentrés pour en faire une série. Ça, c'est une critique un peu forte, mais ça vous donne une idée de ce dont on va parler. À côté de Meryem, donc on entre dans l'histoire de sa famille, de son environnement. Elle vit avec son frère, Yassine, un ancien commando. Donc là, on arrive sur le sujet de l'armée, bien sûr. Et sa belle-sœur qui a des problèmes, des grands problèmes psychologiques dus à un traumatisme causé par un viol dans sa jeunesse. Donc là, on retrouve la thématique du viol qui est propre, assez présente dans les séries turques et dans les films, enfin dans l'histoire du cinéma turc. Le viol, c'est quand même un sujet très abordé. Je pense à la série Fatma Gül, qui est maintenant diffusée en France aussi, et qui a eu un grand écho en France, enfin en Europe, on va dire, et aussi en Amérique latine notamment. Donc, à côté de cette famille-là, donc on se rend compte que Meryem et son frère vont consulter aussi un imam. Et donc, on entre dans l'histoire de famille de cet imam, de sa femme et de sa fille.
sa fille qui aime plutôt la musique électronique, qui aime plutôt les filles et qui aime plutôt ne pas porter le voile. Ensuite, on se rend compte que Perry, donc la psychiatre de Myriam, va elle-même consulter une autre psy, une sorte de superviseur, parce qu'elle se rend compte qu'elle a un problème notamment avec Myriam, qu'elle a beaucoup de ressenti, qu'elle a beaucoup de colère contre le personnage qu'elle incarne dans son imaginaire. Une femme voilée qu'elle considère un peu comme simple et elle s'en veut de ressentir ça et donc la psy consulte elle-même une autre psy. C'est un peu le cercle sans fin, le cercle vicieux de la psychologie. Et donc cette autre psy est Gulbin et on va rentrer aussi dans l'histoire de la famille de Gulbin qui représente la thématique kurde plutôt. Donc ça, je ne sais pas si ça a été très bien compris en France. Donc, on a d'autres thématiques, l'enfant handicapé, les origines kurdes, comment certains Kurdes ont donné leur vote à l'AKP, au parti au pouvoir actuellement, etc. Donc, il y a encore d'autres problématiques. Et on a Gulbin qui entretient une relation assez, pas très exclusive, pas très sérieuse avec un jeune homme, Sinan qui a fait l'objet de commentaires sur les réseaux sociaux comme quoi tout le monde connaît un Sinan. C'est un jeune homme qui n'a pas trop d'autres objectifs dans la vie d'avoir des relations et qui se réveille le matin sans avoir trop de sens à donner à sa vie. Voilà, donc ça c'est un peu les personnages clés de la série. Et tout se passe donc dans la ville d'Istanbul. Même si on réussit à voir quand même plusieurs quartiers, des quartiers différents d'Istanbul qui montrent aussi que la ville, c'est le propre de la ville en fait, d'avoir des espaces comme ça de rencontres, même si ce ne sont pas des rencontres, ce sont des percussions, les gens se heurtent les uns aux autres, mais la ville permet aussi ça, des espaces de rencontre ou de collision entre les personnages et entre les individus dans la vraie vie. Il y a, Solène, quelque chose de très important à voir sur cette série, Birbash Kadir, vous l'avez dit, qui a été diffusée sur Netflix et qui est toujours disponible sur cette grande plateforme de podcast. C'est une série qui, vous l'avez dit, a tout de suite très bien fonctionné en Turquie et ce fonctionnement, au-delà peut-être même des espérances des réalisateurs, des showrunners, il faut quand même dire quelque chose dessus, c'est qu'elle a été, cette série, tout de suite extrêmement débattue en Turquie. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus, Solène ? Tout à fait. La réception a été vraiment très très virulente, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Après, je pense qu'il y a une majorité de personnes qui ont apprécié la série vraiment pour ce qu'elle est, et il faut qu'elle reste comme telle, analysée comme telle, c'est-à-dire un objet d'art, un objet esthétique. Elle a été très critiquée, positivement ou négativement. Mais en tout cas, ça montre quoi ? Ça montre que la société en Turquie avait envie de parler d'elle-même, en fait. Que les individus ont envie de parler d'eux-mêmes. Parce que les critiques, c'était vraiment de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu lire, parce qu'il y a vraiment énormément sur les réseaux sociaux. Hier, je regardais encore le hashtag Bilbashkade, j'ai trouvé encore d'autres choses. Encore d'autres polémiques. C'est vraiment des commentaires qui disent moi c'est pas comme ça, moi je le vis comme ça, voilà, c'est moi je, nous c'est comme ça. Donc c'est vraiment pour apporter de la finesse dans le portrait qui est dressé dans cette série. C'est pour préciser des choses et surtout raconter comment nous on vit la Turquie aujourd'hui. Le fait est que la série a touché les gens, en bien ou en mal, sur certains sujets ou d'autres, puisqu'il y a tellement de problématiques, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, qui ont été abordées, que chaque problématique, chaque personnage touche une partie de nous-mêmes. Il faut dire que dans n'importe quel article que j'ai pu lire, j'ai dû en lire une vingtaine, à chaque fois le jeu de rôle des acteurs est vraiment vraiment souligné. C'est une belle équipe, vraiment. Apparemment ils ont tourné pendant 2 ans, ils ont travaillé dessus pendant 2 ans.
Et, et voilà, il y a un grand travail, un grand jeu d'acteurs. Après, il y a aussi j'ai demandé un peu autour de moi, aux Turcs surtout, aux jeunes Turcs et aux moins jeunes. Il y avait des réactions plutôt positives. Par exemple, on m'a dit c'est une série à voir. Elle montre exactement les guerres qu'on a dans nos cerveaux. Voilà, les guerres qui se réalisent dans nos cerveaux quotidiennement quand on habite en Turquie, quand on se sent citoyen d'ici. On a aussi d'autres personnes qui ont dit non, mais il n'y a pas de raison pour regarder cette série puisque c'est nos problèmes en fait. Donc ça perd le principe d'une série qui quand même est censée nous faire nous évader, penser à autre chose l'espace de quelques épisodes, le temps de quelques épisodes. Et donc, et là revient en fait le commentaire que c'est une série un petit peu quand même fataliste, qui laisse un peu le sentiment d'impasse et de frustration. Et ça, je pense que c'est un peu lié à la patte, au propre du réalisateur, Berkun Oya, qui a vraiment tout organisé, a créé en fait un monde, une ambiance, et qui a enfermé les personnages dans cette ambiance-là. D'ailleurs, j'ai écouté un podcast qui a été réalisé avec tous les acteurs principaux. Et l'animateur demande s'ils avaient des scènes un peu plus spontanées ou improvisées. Et en fait, les acteurs expliquent, ils sourient, ils rigolent un peu gênés. Et en fait, il y en a un qui ose prendre la parole et qui dit non, mais tout est prêt, tout a été pensé 100 fois. Et il n'y a aucun moment, aucun espace pour l'improvisation pour les acteurs. Et en fait, ça peut donner une impression que les messages sont laissés là, on doit les prendre. En fait, le réalisateur nous force un peu la main pour comprendre certaines choses et il veut qu'on pense comme lui, qu'on aborde les choses comme lui. C'est peut-être ça qui a gêné aussi. Moi, ça m'a gêné personnellement. Je ne savais pas trop quoi en penser quand j'ai fini la série. Mais c'est vrai que on a cette idée-là d'enfermement un peu et de fatalisme. Après, il y a aussi certaines polémiques qui ont touché, en fait, je peux en parler, mais certaines polémiques qui ont été visibilisées dans les médias, notamment celle par rapport à une scène qui montre les parents de Peri, donc de la psychiatre, en train de regarder la chaîne Halk TV, la chaîne du peuple, ça veut dire. C'est une chaîne plutôt de l'opposition, qui plutôt pro-kémaliste, plutôt pro-JEP. Le CHP, c'est le parti issu de l'histoire kémaliste, donc le parti d'opposition actuellement. Et donc, il y a eu un problème avec cette scène, et juste pour ça, certaines personnes m'ont dit non, moi je ne regarderai pas cette série, puisqu'elle dévalorise l'élite kémaliste, en fait. Une autre scène qui a choqué, c'est la scène où le foulard de Mariam devient un objet sexuel pour Sinan, pour qui tout est sexuel, je le rappelle. Et donc voilà, c'est des chaînes qui ont pu choquer différentes parties de la société. Et pour ça, qui ont provoqué un peu pas le boycott, mais en tout cas, certains ont décidé de ne pas regarder cette série. Mais principalement, très bien reçue en Turquie. Et encore une fois, la chose la plus importante et qui indique beaucoup de choses et sur laquelle nous, en tant que chercheurs, on devrait creuser un peu plus, c'est que les langues se sont déliées. Et c'est le thème principal de cette série aussi. Je pense que la chose la plus importante qu'on doit retenir, c'est que c'est avec la parole que les acteurs, les personnages se libèrent. On le remarque tout au long de la première saison. C'est grâce à la parole que les mots se soignent et que les vies avancent. Et peut-être qu'en Turquie, on parlait de moins en moins, de certaines choses, ou plus du tout même. Il y a aussi la notion de tabou, je pense, qui est un peu à creuser ici. Et en tout cas, du coup, ça a eu cet effet-là, cette série, de faire parler les gens.
les gens ont commencé à parler de choses dont on ne parlait plus ou dont on ne se sentait plus soit la force, soit même ça pouvait être risqué, on pouvait... pas forcément du côté de l'État, je veux dire, il y a des mécanismes de mise sous silence qui agissent au sein de la société même. Solène, vous qui êtes une chercheuse et qui travaille sur la société turque actuelle, hein, vous avez regardé, bien sûr, à notre demande, et je vous en remercie encore, cette série Başkadir, pardon. Vous l'avez regardée avec un œil, j'allais dire, assez critique pour justement voir ce qu'il y a dedans. Et vous avez commencé à évoquer dans la présentation la présence de très nombreux clichés, on va dire, hein, avec des personnages, comme vous l'avez dit, hein, par exemple la femme voilée, donc parler peut-être de ce rapport au voile dans la Turquie actuelle, avec ce jeune soldat aussi qui est membre des commandos de l'armée turque, donc là aussi le rapport important de la société turque à l'armée depuis la période kémaliste. Il y a comme ça dans la série tout un certain nombre de clichés qui réapparaissent. Alors j'aimerais que vous les expliquiez parce que nous, j'allais dire, occidentaux, peut-être qu'on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe actuellement dans la société turque. Oui, par rapport à ça, la première chose qu'on voit, et en fait c'est ça qui nous dérange, je pense, en tant que personne qui habite en Turquie, c'est vraiment une caricaturisation des groupes sociaux. Et donc notamment, on voit dans cette série donc la psychiatre qui incarne en fait la figure de l'élite kémaliste délaissée depuis l'arrivée au pouvoir. Ça, c'est une lecture. Hein, depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP dans les années 2000. Une jeune femme qui est restée à la maison, comme on dit en turc, qui ne s'est pas mariée, qui a grandi, on l'apprend vite, un peu entre l'étranger et la Turquie, qui a étudié Robert College, je crois. Donc voilà, c'est quelqu'un qui se sent un peu extraterrestre par rapport à la Turquie d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'on nous le montre, en tout cas. Et c'est ça qui a dérangé, puisque l'élite, je dis l'élite kémaliste, les gens qui se disent pro-kémalistes ou JHP ou séculaires, comme on a pu les appeler dans les articles, contredisent cette image-là d'incompréhension de ce qui se passe en ce moment en Turquie, de malaise par rapport au voile, etc. Ils ne sont pas d'accord avec cette image-là. D'ailleurs, c'était l'objet de la controverse par rapport à la chaîne, à l'extrait qui montre la chaîne Halk TV. Le journaliste qui est montré pendant la série a commenté après avoir vu la série. Il a dit, moi, j'étais pas du tout au courant. Enfin, il m'avait montré les 5 secondes qui allaient être utilisées, mais ils m'ont pas dit que juste après, les parents de Peli allaient faire un commentaire comme quoi ils ne comprenaient plus le monde où ils vivaient et qu'ils considéraient les gens avec un voile comme des extraterrestres. Et donc, il a dit, voilà, ça c'est vraiment un préjugé sur cette, sur ce groupe politique-là. Donc, il y a cette catégorisation des séculaires, on va dire, turcs blancs aussi, des beyaz Türkler. Les Turcs blancs, donc, c'est un terme qui désigne les Turcs qui ne sont pas kurdes. Déjà. Donc maintenant, on parle de turc blanc, de turc brun, esmer Türkler. Il y a vraiment des jeux de mots, ça en devient ridicule. Donc qui ont réussi, qui sont plutôt séculaires, qui sont plutôt inscrits dans le système mondialisé, qui parlent plusieurs langues, etc. C'est pas du tout réaliste. Enfin, c'est pas du tout, ça sort pas du tout. C'est totalement une construction. Et cette série, j'ai l'impression, reprend aussi une certaine grille de lecture qu'on veut plaquer sur la Turquie. D'un côté, parce que c'est le propre du pouvoir, il faut plaquer des modèles sur la société pour qu'elle puisse aussi se mettre dans les moules. Cette façon de catégoriser aussi, c'est un peu le propre de l'orientalisme. Il y a un ou deux articles qui parlent de Balkun Oya comme quoi il aurait porté un regard un petit peu orientaliste, c'est-à-dire dans la mesure où il a voulu simplifier quand même certaines choses pour mieux les raconter.
Donc, on a cette opposition entre les séculaires kémalistes, on va dire, et les conservateurs religieux. Ça, c'est des oppositions que j'ai trouvées dans les articles qui analysaient la série en Turquie ou en France. Je vous en parlerai aussi. C'est pas du tout des termes qui correspondent aux réalités sociales au pluriel. J'insiste sur le pluriel. Et on peut avoir des kémalistes conservateurs, on peut avoir des séculaires religieux. C'est pas du tout des termes qui correspondent, je pense, à la réalité de la Turquie aujourd'hui. On a aussi une opposition, j'ai retrouvé ce terme-là que j'ai trouvé intéressant. Enfin, en fait, c'était un article plutôt du côté, côté du pouvoir, un média du pouvoir qui critiquait la série puisqu'elle montrait les musulmans comme des susluman. Susluman, c'est un jeu de mots entre suslu, qui veut dire un peu coquet, qui prend soin de son apparence physique, et musulman. Et du coup, susluman, voilà, qui donne une mauvaise image de quelqu'un qui donnerait plus d'importance à son apparence physique qu'à la croyance et à la religion. Sachant que je voudrais dire faire un point sur le voile de Mariam. Le voile de Mariam représente pas tellement la religion, mais plutôt, j'ai l'impression, je l'interprète comme ça, ce voile incarne l'arrivée aussi des gens d'Anatolie dans les villes, des populations d'Anatolie, des grandes migrations internes qui ont encore lieu, qui continuent à se produire. On a encore des arrivées dans les villes, donc en fait c'est l'urbanisation de la population en Turquie. Une population qui dérange, hein, parce que c'est une population qui est moins au fait de la mondialisation, moins au fait de l'urbanisation, de la cité, de la ville, et qui donc importe ces codes sociaux et comportementaux dans le cœur de la ville. Et ça, c'est plutôt ça que le voile représente, plutôt qu'une conviction religieuse. C'est pas un voile très marqué. Vous le verrez dans la série. Par rapport à ça, j'ai vu des commentaires en France qui disaient que la série avait le mérite de traiter de ce thème, de traiter du voile, d'aborder le voile de façon assez brute, d'une façon dont les Français n'oseraient jamais l'aborder, en fait. Le fait d'opposer aussi Meryem et Péri, donc Meryem qui représenterait les classes populaire, mais vraiment c'est cette génération qui a fait la migration vers la ville, en fait. C'est cette génération qui s'urbanise. Donc c'est vraiment une nouvelle arrivée, une génération nouvellement arrivée en ville, et qui reste même, on le voit dans la série, qui reste en dehors de la ville, en fait, parce qu'on voit, et ça c'est aussi quelque chose de très bien fait dans la série, c'est tout le trajet qu'elle parcourt tous les jours pour aller faire le ménage chez Sinan. Et donc on voit qu'elle prend plusieurs transports publics et qu'elle marche sans fin. Et ça, c'est vrai que ça, c'est le quotidien de beaucoup de Stambouliotes. La ville s'est tellement étendue, elle s'est étalée du côté asiatique, côté européen c'est plus compliqué, mais du côté asiatique. Et ça montre vraiment quelque chose qui est très présent dans le quotidien des Stambouliotes. Il y avait des sociologues qui ont fait aussi un podcast sur le média Mediascope, qui est un média en ligne, qui disait par rapport à ça que cette série concernait plutôt les années 90, puisque Meryem faisait des kilomètres et des kilomètres pour aller au travail. Et en fait, j'ai trouvé ce commentaire un peu à côté de la plaque, par des sociologues qui en fait ne se rendent pas compte qu'il y a encore des milliers de gens, des millions de gens qui parcourent ces kilomètres pour se rendre au travail. C'est vraiment ça une réalité, et je pense que rajouter ces plans-là en montrant les différents quartiers
le quartier de l'imam, enfin là où l'imam habite, montrant l'urbain en fait, le paysage urbain d'une certaine partie de la société. Ça a pu toucher aussi un autre comment dire, une autre partie de l'audience. Et donc, cette opposition-là entre Meriem et Péri, donc Péri qui représente plutôt l'élite kémaliste un peu comment dire, délaissée depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP, on a pu avoir des commentaires contre la série qui montreraient une femme voilée encore victime, encore opprimée, alors que, je cite, ces femmes voilées, ça fait 10 ans qu'elles sont assises dans les palais, qu'elles habitent dans les palais. Ça, c'est une critique directement pour la femme d'Erdogan, de Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie. Donc, vous savez qu'Erdogan, je pense qu'on en a beaucoup parlé en France, a fait construire un palais énorme à Ankara pour lui, pour sa résidence personnelle et ses travaux et ses réunions. Et donc, sa femme habite dans ce palais-là. Et donc, en fait, il y a eu aussi une partie de l'audience qui a critiqué cette façon de placer encore la femme voilée comme une victime, classe populaire, qui ne peut pas s'exprimer, etc. Alors que la réalité est bien autre, selon eux, et que les femmes voilées ont repris le pouvoir, entre guillemets. Et d'ailleurs, Péri le dit, la psychiatre, ils ont tout pris, et même le pouvoir. Voilà, donc il y a des commentaires un peu de discours de haine qui sont ressortis par rapport aux femmes voilées. Enfin, discours de haine, c'est aussi un discours un sentiment de délaissement, en fait. On a toujours l'impression qu'on a privilégié une partie de la société par rapport à une autre. Ce sont des questions plus politiques, mais je tenais à préciser ce point. Parce que c'est ressorti aussi dans d'autres commentaires qui disaient, voilà, moi je ne vais pas regarder une série où on victimise encore la femme voilée, alors que bon, c'est nous qui subissons un peu de la marginalisation dans certains espaces publics. Mais ça, faut revenir pour comprendre aussi ce débat-là. Il faut creuser, bien sûr, pas rester à ces commentaires un peu simples. Et voir aussi qu'avant, à une certaine époque, les femmes voilées ne pouvaient pas aller à l'université en Turquie. Et que maintenant, elles peuvent rentrer dans l'administration, elles peuvent aller à l'université, bien sûr. Voilà, elles ont gagné leurs droits en fait. Elles sont pas elles n'ont pas plus de droits que les autres. Elles ont juste récupéré une partie de leurs droits. Cette thématique de rentrer à l'université avec le voile, ça me fait penser bien sûr au débat qu'il y a pu avoir en Belgique ou en France. Et effectivement, pour ce sujet-là, c'est intéressant de comparer, en tout cas de voir ce qui se passe en Turquie et de voir à quel point c'est un problème en France, en Europe. Voilà. Pourquoi ce voile dérange autant? Et bon, ça c'est un autre sujet. Par rapport au personnage de Yacine, donc, qui incarne un ancien commando, donc un peu traumatisé par ce qu'il a dû voir lors de ses opérations militaires, voilà. On a cette opposition turque-kurde dont je ne suis pas sûre qu'elle a pu passer à travers... je veux dire, si on regarde la série en doublage, est-ce qu'ils indiquent qu'à un moment ils parlent turc, qu'à un moment ils parlent kurde? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des acteurs qui ont fait l'effort de parler kurde. C'est aussi quelque chose à souligner. Est-ce qu'ils ont compris que la famille de l'autre psychiatre, la deuxième psychiatre, était d'origine kurde? Je ne sais pas. Mais donc, voilà, ça a été très critiqué, le fait qu'on ait déjà un rappel de la présence de l'armée, un petit peu patriotique, de Yacine, un personnage qui nous touche, et donc qui est un ancien commando, mais qui, toujours au bord de pratiquer la violence, ne la pratique jamais, et finalement on finit même par pleurer, c'est tout ce qu'on attendait, quoi. Et
les Kurdes, voilà, qui sont représentés donc dans la famille de Gulbin notamment. Donc cette sœur, la sœur de Gulbin, qui a finalement pris le parti de l'AKP, on imagine, donc plutôt on la voit dans une voiture très comment dire, chère, et avec son mari, et elle prend beaucoup de place au niveau de l'espace, et enfin je veux dire, elle est dans ces scènes, elle est toujours un peu virulente, voire elle casse complètement le cabinet de sa sœur. Et donc c'est elle qu'on a désignée comme Suleiman, enfin qui représente la femme qui prend beaucoup soin d'elle, et pour qui le voile est plus un objet esthétique que religieux, par exemple. Mais on a aussi le Kurde qui est représenté par le violeur de Jokiye, le violeur de la femme de Yassine. Donc on comprend, moi j'avais pas compris tout de suite, on comprend, mais je pense que les Turcs ont compris par l'accent ou par une phrase que le violeur de Jokiye était kurde. Donc, on retombe encore dans le schéma du kurde violeur et du turc soldat. C'est un peu triste pour une série qui est quand même très bien réussie, mais qui reproduit en fait des choses, enfin voilà, des clichés, vous l'avez dit, des stéréotypes, des catégorisations de la société turque qui étaient valables, enfin qui ont été créées dans les années 90, qui n'ont sûrement jamais été valables. Et donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est aussi ce qui serait intéressant, c'est de voir plutôt la zone grise. Il y a un ou deux auteurs qui ont parlé d'une zone grise, enfin qu'il y a une zone grise entre ces opposés-là. Sûrement que ce type de personnage existe dans la vie réelle, mais ce qui est intéressant en Turquie, justement pour nous les chercheurs, c'est la zone grise où chaque individu est multi-positionné au sein de la famille, avec les migrations internes, avec les migrations à l'international, avec l'éducation et tout ce qui se passe dans cette société, parce que c'est très 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 actif, très très mobile, tout est très politisé. Et donc, les opinions évoluent et les marqueurs sociaux doivent évoluer aussi, en fait. J'en viens là au fait que Berkun Oya, le réalisateur, il présente une image de la Turquie, si c'est ce qu'il veut faire, plutôt nostalgique. En fait, il serait plutôt nostalgique d'une Turquie des années 80-90 peut-être. Il y en a un qui disait que de toute façon, il était nostalgique de son enfance, en fait, parce qu'il est né à la fin des années 70. Et que donc, il tend à reproduire ces choses-là, ces tendances-là. On le voit aussi avec la musique qui est choisie, qui tient un rôle assez important dans la série. Et pas mal de messages qui montrent, enfin aussi la qualité de l'image, qui laisse penser que que c'est plus ancien qu'actuel. Voilà, tout ça, ça me fait dire qu'on a un réalisateur assez nostalgique du cinéma d'avant et de la Turquie d'avant, peut-être. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important que vous avez commencé à évoquer avec nous, Solène, c'est la place de la femme dans la société turque. Vous avez dit avec cette femme, Meryem, voilée, en rappelant aussi que d'autres femmes en Turquie, bien sûr, ne portent pas le voile, qui n'est pas une norme d'ailleurs en Turquie. Il y a un rapport différent au voile et pour les femmes. Est-ce que ça, dans la série, on voit bien cette société turque-là, et est-ce que aussi on peut appréhender pour nous en Occident de voir qu'est-ce que c'est aujourd'hui être une femme en Turquie à travers la série? Alors, c'est une très bonne question. Vous avez dit, voilà, est-ce qu'on peut comprendre ce que ça veut dire être femme en Turquie aujourd'hui par la série? Je reviens, ça me fait penser à certains. J'ai pas trouvé beaucoup de commentaires en français ou dans les médias français sur la série encore. Je pense que vraiment ça va venir, comme j'ai déjà dit. Juste
un extrait sur Europe 1 qui parlait, donc la journaliste parlait de cette série, la vantant et disant que c'était une série exigeante mais passionnante. Exigeante, pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'elle a un rythme assez lent, voire trop lent. Par rapport à ce qui peut être fait dans le cinéma turc actuel, le cinéma contemporain, je veux dire le cinéma, pas les grandes comédies du box-office, mais le cinéma qui passe dans les festivals en Turquie, peut-être aussi en France. Il y a un festival du cinéma de Turquie tous les ans à Paris. Hein, c'est l'occasion de pouvoir voir ce qui se fait aussi en Turquie, parce que c'est traduit, etc. C'est encore plus lent. Ça contraste avec les séries américaines de Netflix. Ça contraste aussi avec les séries turques de Turquie. Les séries turques qui ont quand même un grand audimat, des épisodes qui durent 2 heures. Bon, là, c'est plutôt 40 minutes, 50 minutes, mais qui sont beaucoup plus rythmés, avec beaucoup plus de musique, beaucoup plus d'action. De retournement de situation, etc. Là, dans cette série Bibash Kadir, on a beaucoup de silence. Et donc, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que il y a aussi un message ici, quoi. Qu'il y a peut-être trop de silence dans cette société, trop de choses mises sous silence et qu'on devrait plutôt en parler. Il y a beaucoup de silence et pas mal aussi de scènes assez violentes ou de cris ou de débats et qui marquent la série. Donc une série exigeante par le rythme, aussi par le fait que je pense la série n'est pas comprise de la même façon en France ou à l'étranger, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas perceptibles. Par exemple, Meryem, elle a fait un travail, enfin l'actrice Öykü Karayan, elle a fait un travail sur son accent incroyable. Vraiment, elle a travaillé sur un accent pour montrer que Meryem ne venait pas d'Istanbul. Sur le vocabulaire, bon ça c'est plutôt le Belkounoya, le scénariste. Voilà, des choses qui sont peut-être moins perçues à l'étranger. Donc c'est pour ça que j'attends vraiment les commentaires pour voir ce qui a été compris ou comment ça a été compris, parce qu'il n'y a pas forcément une lecture de la chose. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Donc Europe 1 qui disait que c'était une série exigeante mais passionnante et que c'était une peinture très fine de la société turque qui est au bord de la crise de nerfs. Donc j'ai trouvé ça très fort de considérer que, même si c'était dans une bonne intention, quoi, de promouvoir la série et d'encourager les gens à la voir. Pourquoi désigner une série pour comprendre une société et donc présenter la société turque comme une société au bord de la crise de nerfs, je ne sais pas si ça plairait, si ça conviendrait aux gens en Turquie, et puis finalement se demander si toutes les sociétés ne sont-elles pas au bord de la crise de nerfs, surtout dans cette période-là. Et ça me fait penser aussi à l'article d'Ariane Bonzon sur Slate. C'était un des premiers qui est sorti. Ariane Bonzon, qui est une spécialiste de la Turquie, qui connaît vraiment la Turquie très bien, et qui présentait, qui invitait les Français à regarder cette série pour mieux comprendre ce qui se passe de l'autre côté du Bosphore. Voilà. Vraiment, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on ferait la même chose pour une série française qui sont pourtant des séries qui sont très dans l'introspection sociale, très sociologique, dans l'espace intime des familles et des individus. Est-ce que ça représente toute la France ? Est-ce que une série peut représenter une société, aider à comprendre des choses, certes, mais encore, il manque beaucoup de choses, des éléments de langage, etc. Il manque beaucoup d'éléments pour déchiffrer, pour que l'audience puisse déchiffrer quelque chose. Voilà, c'est vraiment une vision un peu, je trouve, réductrice de conseiller une série pour expliquer une société. Il y a aussi beaucoup de thèses, beaucoup d'ouvrages, beaucoup de podcasts pour mieux comprendre ce qui se passe en Turquie. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à regarder le site Ayak qu'on vient de lancer, mais qui
pour objectif de mieux décortiquer un peu tout ce qui se passe ici. Non de façon exhaustive, mais de façon analytique et issue du terrain. Enfin, c'est important de parler de ce qui se passe ici et non pas de projeter quelque chose, des grilles de lecture ou quoi qu'est-ce sur cette société. Donc pour les femmes, est-ce qu'on peut comprendre les femmes? Alors, je suis tombée sur un article, je suis ravie de l'avoir lu. J'aimerais beaucoup le traduire d'ailleurs pour le site AYAC. Il faut que je le fasse. Un article qui donc parle de la perspective féministe en fait, et qui voilà, on voit dans cette série des femmes qui s'efforcent, qui travaillent, qui font le ménage, qui s'occupent des enfants, qui soignent, qui divertissent la société, parce qu'on a aussi une actrice très célèbre qui joue le rôle d'une actrice très célèbre dans la série. C'est un personnage plutôt secondaire, mais donc qui s'efforce voilà, à assumer énormément de rôles, mais qui sont pourtant très sales dans la série. Et les hommes rajoutent à leur solitude, en fait, plutôt que de les accompagner ou de les épanouir, on rajoute en fait, les enferme encore plus dans leur solitude, dont le réalisateur, dit l'article, alors qu'elles pourraient être le remède les unes pour les autres en fait. Ça, c'est un discours qui revient beaucoup dans la littérature féministe en Turquie, telle que je la connais, sur le fait que la femme est la maison pour les autres femmes. C'est-à-dire kadın kadının yurdudur. Ça, c'est un autre article que j'ai pu lire de Aksubora sur le fait que c'est les femmes qui peuvent s'appuyer entre elles, s'élever entre elles, se relever entre elles, sans tout le temps en attendre de la part des hommes. Pour ça, on a dit de cette série qu'elle avait un langage masculin. En fait, l'auteur de l'article dit même, il a pris en fait 4-5 femmes et il les a mises dans une pièce et il en a fait ce qu'il voulait en fait. Il a projeté ses propres clichés, ses propres modèles sur ces femmes, sans jamais en leur laisser la parole. Donc on a quand même une critique assez complète dans cet article de comment les femmes sont abordées dans cette série, toujours divisées en fait. Elles sont divisées entre la femme voilée, la femme pro-kémaliste, la femme éduquée, la femme moins éduquée, etc., plutôt que de montrer qu'elles peuvent être le remède l'une pour l'autre, entre elles, en fait. Sachant que la question des femmes est quand même très, très actuelle en Turquie. Pour ça, il y a beaucoup de parallèles à faire, je pense, avec le mouvement féministe en France. Il y a une vraie dynamique qui peut-être pourra virer à l'internationalisme. À ce sujet, je vous conseille de voir quand même les travaux de Marie Thihon, donc T-I-H-O-N, qui travaille depuis plusieurs années sur les féminicides en Turquie. Donc en termes de photographie, en termes de reportage, en termes d'articles. Elle a notamment écrit un article sur la RTBF sur Münevver Kızıl, donc 7 années de combat contre l'impunité. Elle suit les procès pour ces féminicides-là. Elle suit les manifestations, elle suit tous les mouvements actuellement en Turquie, qui se battent notamment en ce moment pour appliquer et garder surtout la Convention d'Istanbul. D'ailleurs, il y a Eva Bernard, chercheuse qui fait partie d'AYAC, qui a écrit un article sur ça sur le site, sur le hashtag la Convention d'Istanbul sauve des vies. Et donc, qui a essayé vraiment de détailler dans cet article en quoi cette convention est importante pour les féministes en Turquie, pour les femmes en Turquie. Et pourquoi j'insiste sur ce sujet? Parce que c'est vraiment un sujet, j'ai vu qu'il y avait un rapport qui était sorti hier qui montre un peu l'état d'esprit politique de la Turquie, qui a été réalisé cette année.
avec un système d'enquête assez large. Je pourrais vous peut-être le mettre en référence. Et donc, il dit que un des points communs un des seuls points communs dans la société en Turquie, c'est vraiment cette sensibilité par rapport au féminicide. Et ça, je pense que c'est vraiment tout le mérite des activistes, des militantes en Turquie qui maintenant sont de plus en plus présentes dans les médias, qui ont commencé dans les réseaux sociaux un peu timidement, un peu marginalisées, et qui finalement maintenant sont de plus en plus invités sur les plateaux à parler, à revendiquer, etc. Parce qu'il faut dire qu'il y avait quand même une polémique au début de l'année que la Turquie pourrait sortir de la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul, c'est une convention qui protège en fait les droits des femmes, mais aussi les droits des enfants et les droits des LGBTI. Donc, c'est des thématiques qui sont dans la série, mais qui, pour certaines féministes, ont été un peu mal abordées, toujours dans une langue très masculine. Solène, il y a quelque chose aussi de très important dans cette série Başkadir, pardon pour mon accent turc, je ne suis pas du tout turcophone, c'était de voir aussi le fait qu'elle soit diffusée dans la plus grande plateforme de séries au monde, Netflix. Est-ce que ça ne permet pas peut-être, Solène, une écriture différente de la série et j'allais arriver aussi par là même à quelque chose en Turquie qui est le service de la censure. Est-ce que justement le fait que ce soit diffusé et diffusable dans le monde entier par ce biais-là, on ne peut pas, pour le réalisateur, écrire autre chose? Effectivement, il y a eu pas mal de commentaires par rapport au fait qu'elle soit diffusée sur Netflix. Déjà, des commentaires aussi un peu critiques par rapport au fait que elle soit, que du coup, il y a un intérêt aussi financier. Il y a quand même une autre ampleur financière pour cette série. La scène dont je vous ai parlé un peu sur quand le voile de Myriam est utilisé comme un objet sexuel, on suppose une masturbation de Sinan sur le voile de Myriam, sa femme de ménage, a été vivement critiqué par notamment les journaux conservateurs, Yeni Akit par exemple, qui disait que c'était contre les valeurs nationales et morales de la Turquie, et demandait à l'Institut RTÜK, donc Radio ve Televizyon Üst Kurulu, le Conseil suprême de la radio et de la télévision, demandait à ce Conseil suprême de réagir et disait mais combien de temps va-t-on rester silencieux face à ces scènes qui bafouent les valeurs sacrées, nationales et morales. Et donc voilà, c'est pour ça que ça me faisait penser au rôle de Conseil suprême de la radio et de la télévision, qui notamment est très actif pour les séries au niveau national. Il y a des scènes qui font pas mal débat, qui reçoivent des avertissements, des amendes. Dans chaque série, il y a au moins un budget amende par rapport à ce Conseil suprême. Alors ça peut être des baisers, ça peut être des sous-entendus, ça peut être de la consommation d'alcool ou de drogue. L'alcool est d'ailleurs flouté, voilà, il y a certaines choses, voilà. Mais c'est aussi ce qui plaît notamment dans les autres pays, c'est-à-dire que les choses sont très sous-entendues dans les séries turques. Donc le Conseil suprême est très actif au niveau national, plutôt actif, et par rapport aux séries turques. Et finalement, sur Netflix, il a beaucoup moins de pouvoir. Donc ça pose la question de Netflix comme une plateforme qui permettrait plus de liberté aux réalisateurs turcs. Par exemple, au-delà de la liberté politique, d'opinion, etc., les séries turques qu'il y a sur Netflix avant Bir Başkadır, c'était Atiye et Hakan Muhafız, le protecteur, je pense, c'était traduit comme ça. C'est des séries qui contiennent de la magie. Et ça n'existe pas au niveau national. Dans les séries turques, ça ne marche pas. Ça ne prend pas, parce que les gens veulent quand même voir quelque chose qui correspond à
à leurs attentes, donc plutôt de l'ascension sociale, voilà, des scènes d'amour, de bagarre, de violence ou, ou de musique, etc. Mais pas de la magie. Ça ne marche pas en Turquie. Et donc, ça marche peut-être sur Netflix. Je n'ai pas encore j'ai pas réussi à voir les statistiques, mais voilà, ça pose la question de Netflix comme un espace qui propose de nouveaux horizons pour de nouvelles possibilités pour des réalisateurs qui auraient voilà, d'autres choses à exprimer, d'autres choses à mettre en scène. Peut-être pour terminer, hein, cette idée très intéressante autour de cette série turque que vous avez dit, elle a connu un immense succès très très rapidement dès sa lancée en Turquie et puis elle est sur Netflix, elle est disponible. Est-ce que aussi, j'allais vous poser la question, il n'y a pas une certaine, j'allais dire, peut-être idée de la part des Turcs que cette série fonctionne parce qu'elle les représente, elle représente leur diversité et que c'est quelque chose qui a du mal à être compris en Occident. Est-ce que cette idée-là peut fonctionner, Solène? Oui, la série d'ailleurs incite beaucoup au niveau visuel sur l'idée de mosaïque. C'est une idée qui est aussi présente dans certains discours de chercheurs qui travaillent sur la Turquie. L'idée de mosaïque, c'est très commun par rapport à l'histoire de l'Empire ottoman, par rapport à l'histoire de l'Anatolie particulièrement, et Istanbul encore plus en tant que métropole très cosmopolite. L'idée de mosaïque revient assez souvent. Pour essayer de décrire la société turque. Est-ce que ça pourrait marcher comme ça? Non, je pense pas, parce qu'il y a quand même des Turcs, enfin quand même une partie des gens qui ont critiqué cette peinture-là, quoi, ce tableau dressé d'une Turquie d'individus qui ne savent pas communiquer entre eux, qui se comprennent mal, qui ne veulent plus se parler, et ce fatalisme dont je parlais au début. Cet enfermement, en fait, enfin, dans la série, on voit vraiment, on ressent même par cette ambiance enfin, ce monde qui est créé par Balkanoia, on ressent par les couleurs, c'est une série plutôt obscure, enfin plutôt pas très lumineuse. Euh, ce cloisonnement des groupes sociaux, on a l'impression qu'il n'y a pas de passerelle entre les groupes, qu'il n'y a pas de communication, etc. Et cette image-là, c'est pas forcément celle que voudraient donner à l'étranger les Turcs demain. Après, si on prend le temps comme nous, on le prend aujourd'hui, d'évaluer un peu, d'analyser ce que ça veut dire, les controverses qu'il y a eu, etc., bien sûr, ça peut aider à comprendre pas mal de choses sur la société turque. Mais encore une fois, c'est risqué de dire qu'on peut comprendre une société par une série. Et on peut en tirer des éléments. Et c'est tout l'objet de la recherche. Quand on cherche sur les séries, on ne peut pas prendre ça comme c'est un matériau brut. Après, il faut creuser et approfondir avec nos outils à nous. Il y avait un article de Gazete Duval, un journal plutôt de gauche, qui, qui soulignait en fait cette envie, ce désir de plaquer quelque chose, de plaquer des vérités dans cette série. Mais c'est encore une fois l'effet voulu du réalisateur qui cherche la vérité. Ça se ressent dans ses films et dans ses pièces de théâtre, qu'il est à la recherche d'une vérité, il veut toucher quelque chose. Et donc, ça se projette dans l'audience et les réactions le montrent. Il y a vraiment une envie de plaquer la réalité sur cette série et de commenter, de décortiquer tout ça. Et l'auteur évoquait l'idée de plutôt rester avec le sentiment que la série laisse en fait en nous, pas mal de questions, pas mal d'éléments pour réfléchir sur la société en Turquie, sur les rapports entre les groupes sociaux, etc. Pourquoi pas rester avec ce sentiment-là, et on n'est pas obligé d'en faire quelque chose. On peut creuser, on peut ne pas creuser, mais en tout cas, profiter de ce sentiment-là, puisque finalement, ce n'est qu'une série.
Et effectivement, si on revient vraiment comment dire, l'essor de commentaires, il y a vraiment la société, c'est vraiment, il y a eu une ébullition, c'est ça que je cherchais le mot, une ébullition de réactions, de commentaires, etc. Comme je disais au début, en Turquie. C'est ça qui est intéressant. C'est sur ça, à partir de quoi on peut, je pense, réfléchir tous ensemble pour trouver des pistes. Et notamment ce côté de manque de communication. C'est vraiment, je pense, le point fort de la série d'insister sur ça. C'est pas propre à la société turque, bien sûr. Encore moins dans un moment de pandémie mondiale où, en fait, les espaces de communication ont été artificialisés, sont devenus artificiels, et où finalement on ne communique peut-être plus qu'avec les gens qui nous sont proches, qui nous ressemblent. Enfin, c'est le principe des réseaux sociaux aussi. Donc voilà, ce manque d'espace aussi de rencontres et de passerelles entre les groupes sociaux, ethniques, économiques, etc., qui est à relever dans cette série. Et c'est à partir de là qu'on peut, je pense, réfléchir tous ensemble pour l'avenir de cette société. Solène Poyraz, merci pour cette présentation de la Turquie actuelle à travers la série Biç Paskalir, donc qui était très intéressante, j'ai trouvé, et qui montre autre chose de cette société turque, en tout cas pour nous en Occident. Et puis avec la facilité de la retrouver sur la plateforme Netflix, on ne peut qu'encourager les auditeurs à aller voir cette série qui présente, comme vous l'avez dit, certainement assez bien la Turquie actuelle. Alors on avait dit en introduction que votre collègue et ami Elodie Gavrilov avait présenté Vatanim Sensin dans notre épisode 49. On était là dans l'époque de la Turquie kémaliste, de la grande révolution au début des années 20. On est aujourd'hui avec Biç Paskalir dans la société turque actuelle, et on va continuer dans les prochaines émissions, peut-être avec vous, Solène, avec Elodie aussi, et d'autres, à parcourir ces séries turques, parce qu'on l'a dit, la Turquie, c'est un des gros producteurs mondiaux aujourd'hui de séries, avec des séries très diffusées dans le monde, peut-être moins connues pour nous en Occident, mais très diffusées notamment dans le monde musulman et en Asie. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut partager dans l'Histoire en série. J'ai trouvé votre intervention vraiment très intéressante, justement, sur cette série actuelle, et je voulais vous en remercier. Alors, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative qui permettra aux auditeurs d'aller plus loin, que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com, où vous avez la présentation de tous les numéros depuis le début, avec les intervenants ainsi qu'un résumé de chaque émission. Vous avez aussi la diffusion sur notre partenaire nonfiction.fr d'un résumé et les liens vers les sites où on peut écouter notre podcast. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Solène, et à vous dire à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle série turque. Merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet, populated by a stranger animal.